Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic, où je discute avec un ou une experte du futur du travail et du chômage. Pour ce nouvel épisode de la saison 6, nous allons parler des besoins de recrutement des entreprises et des organisations françaises à l'occasion de ce grand événement mondial, j'ai nommé les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, du 26 juillet au 11 août, comme dans les semaines qui précèdent et après avec les JO pour les personnes en situation de handicap, il y aura un surcroît de travail important et pas toujours assez de candidats pour le réaliser. Alors, comment les entreprises vont-elles s'y prendre ? Est-ce que c'est une aubaine pour certains salariés et notamment les personnes au chômage ? Pour discuter de cet enjeu, je reçois aujourd'hui Najat Semdani, chef de projet JOP, donc JO, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris au sein de France Travail, qui est donc l'ex-Pôle emploi. Bonjour Najat Semdani. Bonjour Léa. Alors, combien d'emplois ont été ou vont être créés à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris ? D'abord au sein du comité d'organisation des JO, mais aussi de façon indirecte, à Paris et sur les différents sites pendant toute cette période. Donc, concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est un formidable accélérateur d'emploi. On considère, la dernière étude qui a été actualisée par le CEDES, qui est le Conseil d'études des emplois sportifs, on est à peu près à 182 000 emplois qui vont être mobilisés pour les Jeux. Et donc, c'est un chiffre énorme qui a été aussi valorisé et revu à la hausse. Et parmi ces emplois, nous aurons à peu près 60 000 emplois créés. Donc, ça veut dire que ce sont des créations qui vont bénéficier à des publics, donc qui sont en recherche d'emploi et qui vont pouvoir être proposés plus largement sur cette période. C'est énorme à côté des emplois créés pour le comité d'organisation des JO, qui sont à peu près de 2 milliers, quelque chose comme ça. Absolument. Donc, le comité d'organisation qui va gérer l'organisationnel de l'événement, on considère que c'est à peu près 2000 salariés qui vont être mobilisés en pic pour assurer l'organisation. Et à cela, on ajoute tous les autres secteurs qui vont intervenir au-delà du comité d'organisation, notamment pour la sécurisation des espaces, pour le nettoyage, la gestion des déchets dans les sites ou encore le transport des visiteurs et des athlètes tout au long de la compétition. Alors justement, quels sont les métiers et les secteurs en tension spécifiquement pour cette période-là ? Alors il y a ceux dont on pense de manière évidente, vous venez de citer par exemple la sécurité, il y a aussi l'hôtellerie-restauration pour toutes les personnes de passage à Paris dans le public ou parmi les sportifs, et puis il y en a d'autres. Alors c'est quoi ces secteurs en tension ? Ces secteurs, alors ils restent quasiment les mêmes que ceux qui existent déjà en Île-de-France. Donc, tous les secteurs du marché du travail qui ont déjà une tension importante. Donc, on aura notamment un premier secteur qui était celui qui était le premier concerné par les Jeux Olympiques, à savoir le bâtiment, notamment sur toute la partie ouvrage. Donc, c'était vraiment le premier secteur concerné. Alors là, bien évidemment, on est en fin d'ouvrage. Les sites sont en cours de livraison. Donc, ça y est, ce premier secteur a déjà finalisé l'ensemble des opérations qu'il devait faire. Mais on a déjà eu ce premier secteur fortement concerné. Et maintenant, sur la partie très organisationnelle, donc sur le déroulé de l'événement, on anticipe donc des besoins, bien évidemment, donc j'ai pu le dire, dans le transport, dans le nettoyage, gestion des déchets, dans la sécurité, où on les revoit également à la hausse, à peu près 25 000, et également sur tout ce qui peut être lié à la restauration en direct au sein des stades. Et également, on aura toute une partie événementielle, qui est aussi alors parfois moins connue, mais qui nécessite effectivement d'aller chercher des nouveaux salariés pour pouvoir assurer toute la partie événementielle de cette compétition. Donc ça, c'est quoi, les hôtes et les hôtesses d'accueil, par exemple ? Par exemple, mais c'est encore plus large, ça veut dire aussi des chefs de projet pour assurer l'événement, notamment pour les entités qui vont gérer un site olympique. Toute la partie organisationnelle, l'événementiel, on pourra même avoir sur le relais de la flamme olympique des régisseurs, des intermittents du spectacle. Et donc, on est vraiment sur des métiers très, très larges. Et ce qui explique finalement la disparité des opportunités qui sont proposées sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, où on aura des opportunités très denses, aussi bien sur des métiers, finalement, on est sur des bas niveaux de qualification que sur des métiers très qualifiés.
Alors, on en parlait beaucoup mi-2023 de ces pénuries de recrutement dans certains secteurs. Je pense notamment à la sécurité, où il avait fallu faire venir des gens d'autres villes que Paris, parce qu'il n'y a peut-être pas tous les effectifs en Île-de-France à l'heure actuelle. Est-ce que la situation a changé? Est-ce que les besoins spécifiques dans tous ces domaines-là ont été comblés? Cet événement, il va créer quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va polariser pendant à peu près 4 semaines de compétition un besoin de main-d'œuvre qui est d'un niveau aussi extraordinaire sur certains secteurs, donc, notamment celui de la sécurité. Ce qui veut dire, donc, la tension, elle est toujours existante sur ce secteur, qui a des besoins importants structurels, qui en avait avant les Jeux. Donc, ce ne sont absolument pas les Jeux qui ont généré finalement cette tension et qui vont perdurer au-delà des Jeux. Donc là, nous, notre enjeu collectif, c'est vraiment de faire en sorte que sur cette période, on ait les ressources nécessaires pour assurer la sécurité, notamment des sites olympiques. Et pour ça, on a travaillé de concert depuis maintenant plus de 18 mois pour anticiper justement cette pénurie de compétences dans le secteur et faire en sorte que nous ayons des nouveaux profils qui viennent irriguer ce secteur avec toute la partie formative qui s'est déployée en amont pour bien évidemment qu'ils aient les compétences nécessaires pour travailler. Donc pour l'instant, on est vraiment... Alors il faut rappeler, alors c'est vrai que parfois on parle des Jeux de Paris 2024, mais on aura à peu près 10% des épreuves qui auront lieu en dehors de l'Île-de-France. Oui, à Marseille, Bordeaux, je connais pas tous les Nantes, sites. Saint-Étienne, on aura également à Lille et nous aurons même Nice également, j'oubliais sur la région PACA, et nous aurons même les épreuves de surf à Tahiti. Donc on est vraiment sur finalement, j'allais dire, une opération où on va chercher les compétences là où elles sont et aussi au plus près de ces sites olympiques où il y aura des besoins sur la période. Et donc ce qui veut dire que le plus gros du plan d'action qui a été déployé vise l'Île-de-France, mais va aussi faire en sorte qu'on ait des opportunités à proposer en dehors de l'Île-de-France. Alors pour les entreprises, pour les prestataires de services, c'est une situation assez inhabituelle. Qu'est-ce qui est prévu du côté de France Travail, je le redis, ex-Pôle emploi, ou d'autres institutions pour aider les entreprises à recruter dans toute cette démarche? On a décidé, au vu de l'enjeu, d'avoir une approche très particulière sur le projet Jeux olympiques, qui est vraiment d'avoir un travail d'anticipation et de proactivité, parce qu'on savait qu'on aurait de nombreuses PME aussi qui allaient être concernées, faire en sorte aussi que l'ensemble des entreprises qui finalement à un moment donné interviendraient soient déjà en relation forte avec leur agence France Travail. Donc nous, le plan d'action, notamment sur l'accompagnement des entreprises, on l'a engagé il y a plus de 18 mois. D'abord en leur disant sachez qu'il y a des opportunités et des marchés qui sont proposés par Paris 2024. Donc les accompagner notamment pour se positionner, pour les informer et ensuite sonder avec elles leurs besoins en recrutement pour tout simplement anticiper derrière le besoin de compétences dont l'ensemble de ces entreprises auront besoin. Donc ce travail a été dans cette proactivité et dans cette anticipation. Et maintenant, on est dans la partie très opérationnelle. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que maintenant les entreprises sont pour la plupart donc notifiées, sont présentes. Ah, ça y est, elles recrutent directement pour les Jeux. Et là, on les accompagne au quotidien, notamment pour rencontrer les candidats formés, les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié des formations et tout simplement pour que la rencontre s'opère au plus tôt. Très bien, alors anticipation. Maintenant parlons compétences et formation. Pour ces métiers qui embauchent pour la période, est-ce qu'il s'agit de compétences ou de diplômes rares? Est-ce qu'il faut former tout ce monde en urgence très très vite? Les formations, alors comme nous sommes sur des secteurs en tension, les besoins de formation sont très disparates entre secteurs. Alors on peut avoir des métiers qui sont totalement accessibles sans formation, et ça, ce sont des opportunités. Donc on a notamment sur le secteur du nettoyage, gestion des déchets, où on peut avoir des opportunités sans nécessité d'être spécifiquement formé. La restauration, où il y aura une grande ouverture sur des profils divers, même étudiants pour venir renforcer les rangs sur cette période. Et nous avons aussi des métiers alors qu'on appelle réglementés et qui nécessitent effectivement d'avoir une formation préalable. Donc j'en ai parlé notamment de la sécurité, où il faut être autorisé à pouvoir exercer. Et donc, il y a une carte professionnelle et donc une formation qui est nécessaire, qui est une formation qui dure entre 3 semaines et 5 semaines en fonction de la certification qu'on vise, mais qui sont vraiment finalement très accessibles en anticipation pour des candidats qui sont intéressés. D'accord, donc on peut se former très rapidement pour participer au JO en tant que personnel de sécurité, par exemple.
Absolument, c'est tout l'intérêt de ces opportunités, c'est qu'elles sont accessibles également avec des formations de courte durée pour permettre que les candidats soient opérationnels le jour J. Parce que justement, comme là, il manque beaucoup d'effectifs pour remplir tous ces postes, il y a des moments où finalement les demandeurs d'emploi qui correspondent ou qui sont intéressés n'ont pas toutes les compétences que l'on réclame habituellement pour tel ou tel poste. Est-ce qu'il faut que les entreprises et les recruteurs soient plus ouverts, plus malléables, plus poreux dans leur manière de choisir les personnes? Ça, c'est une question importante, notamment alors qui se pose au-delà des Jeux olympiques, sur notamment la tension dans les recrutements que connaissent certains secteurs et tout l'accompagnement qu'on pose aussi au quotidien. Alors nous, avec notre réseau d'agences auprès de ces entreprises, pour les sensibiliser notamment à recruter autrement. Recruter autrement, ça veut dire parfois par des méthodes différentes, mais aussi par aussi des candidats différents finalement de ceux qu'elles ont l'habitude de recruter. Et ça, c'est un élément important, c'est même l'élément charnière pour permettre de lutter contre ces tensions de recrutement. Alors, elles sont quasiment toutes convaincues parce qu'elles ont bien compris que si elles ne le faisaient pas, elles seraient toujours en difficulté. Et sur ces secteurs notamment, elles ont un très bon niveau de compréhension et savent qu'elles doivent s'ouvrir à d'autres profils. Et notamment, on travaille pour agir notamment sur la féminisation de certains métiers comme celui de la sécurité ou aller chercher des profils peut-être un peu différents qui n'ont pas toute l'expérience, très juniors. Et c'est tout le travail que nous menons pour sensibiliser ces entreprises et faire en sorte qu'elles accueillent des compétences qui vont venir enrichir leur effectif. Mais elles commencent déjà à en être conscientes. Alors, vous parlez beaucoup de l'opportunité que ça représente en matière d'emploi sur un moment donné, mais est-ce qu'on peut transformer ces JO en un levier d'action et de retour à l'emploi au long terme, et notamment pour des publics éloignés, pour des personnes au chômage de longue durée, pour des personnes qui ont des difficultés d'employabilité? Ça a été totalement notre objectif depuis le démarrage. Je le disais, nous avons commencé il y a plus de 18 mois avec la volonté forte que ces opportunités bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire vraiment de faire en sorte que ces opportunités conjoncturelles qui allaient arriver en Île-de-France bénéficient aux demandeurs d'emploi qui sont un peu plus éloignés, qui ont moins bénéficié de la reprise économique post-Covid et qui sont, pour certains, dans des situations de chômage de longue durée. Donc ça a été très vite, en tout cas, l'ambition de France Travail Île-de-France. Et nous avons déployé, en fait, une mobilisation pour sensibiliser d'abord les demandeurs d'emploi qui sont dans cette situation pour leur dire il y a des opportunités grâce aux Jeux Olympiques. Et au-delà de ces opportunités, on vous propose aussi un développement de compétences. Donc on a pu notamment, si on prend l'exemple de la sécurité, déployer 20 000 parcours de formation spécifiquement pour les Jeux Olympiques. On est à peu près à 160 000 places de formation qui ont été mobilisées sur les secteurs en tension sur l'année 2023. Et donc de proposer finalement ces opportunités dans une trajectoire aussi bien de formation que d'emploi. Et donc ça a été notre enjeu principal. Et donc on a aujourd'hui notamment permis à des demandeurs d'emploi de longue durée, à également des femmes qui pouvaient être plus en rupture, de pouvoir bénéficier de ces formations. Quand on voit sur la sécurité où on a à peu près 12% de femmes dans le métier, on a réussi à en former 30%. 30% donc des demandeurs d'emploi qui ont été formés dans la sécurité sont des femmes. Donc ça, c'est un enjeu important justement pour aller faire en sorte que ces opportunités bénéficient à des publics qui en ont le plus besoin. Alors, ces travailleurs et ces travailleuses vont arriver en Île-de-France. Certaines sont d'ici, mais d'autres ne sont pas d'ici. Est-ce qu'on a prévu ce qu'il faut pour les accueillir sur site en matière de logement? Est-ce qu'on a prévu ce qu'il faut pour les prendre en charge en matière de transport en commun, s'ils sont logés par exemple un peu loin des lieux sur lesquels ils travaillent? Est-ce que tout ça a été mis sous le curseur de France Travail, de l'équipe des JO, ou finalement c'est un problème, chacun se débrouille tout seul? Alors, bien heureusement que toute la responsabilité ne porte pas sur France Travail. Et donc, il y a bien évidemment le comité d'organisation et la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques qui a la responsabilité des sujets, notamment liés aux hébergements, aux solutions d'hébergement. Le transport également, donc lié à la compétence du conseil régional sur le sujet. Et ils travaillent, ces acteurs publics travaillent justement pour faire en sorte que des solutions et que tout soit fluidifié pour l'ensemble des participants et des salariés qui seront mobilisés. Nous, côté France Travail, on agit vraiment en proximité. Notre enjeu, c'est de faire en sorte que les demandeurs d'emploi, où qu'ils soient en Île-de-France, ils bénéficient d'une opportunité
potentiellement à proximité de chez eux ou en tout cas dans un périmètre qui sera accessible et on travaille avec eux sur leur mobilité. On a la chance en Île-de-France d'avoir 5 départements qui vont accueillir des épreuves et même des départements de grande couronne. Donc, on a un maillage qui va nous permettre, où qu'on soit, de pouvoir bénéficier de ces opportunités et de pouvoir affiner après en fonction de de sa capacité de mobilité à être présent sur un site ou plusieurs. Donc ça, c'est un travail important aussi et donc on fait en sorte avec ces entreprises, avec les entreprises mobilisées, d'assurer une relation de proximité avec les candidats. Et ensuite, on sait aussi, bien évidemment, qu'il y a des demandeurs d'emploi qui ont davantage de mobilité et là, qui pourront bénéficier de plus larges opportunités en fonction de leur capacité à se déplacer en Île-de-France. Alors, tout ce que vous venez de citer, ça représente beaucoup d'activités économiques. Comment estime-t-on que cet événement va se traduire en matière de croissance du PIB pour la région Île-de-France et en France? Alors là, je laisserai la parole à des experts. Je ne saurais en tout cas partager des éléments sur le sujet. Ce que l'on sait, nous en tout cas, ce que je peux vous dire côté donc France Travail, c'est vraiment pour nous une opportunité avec les 60 000 créations d'emplois qui sont proposées de faire en sorte que ça bénéficie le plus largement possible aux demandeurs d'emploi. On sait également que au travers de ces opportunités, c'est aussi un moyen pour certains demandeurs d'emploi de mettre un premier pas dans le marché du travail, peut-être d'aller dans d'autres secteurs à la suite, mais en tout cas de dynamiser leur parcours. Et donc tout cela fera en tout cas en sorte de permettre à davantage de personnes de retrouver le chemin de l'emploi et donc d'agir vraiment sur les leviers de sortir de cette situation de chômage et de pouvoir bénéficier de l'opportunité JO pour retrouver le chemin de l'emploi, aussi bien dans ces secteurs qui recrutent que peut-être demain dans d'autres secteurs qui proposent d'autres opportunités. Mais vous n'avez pas le chiffre exact ou en tout cas les estimations des chercheurs sur combien ça pourrait rapporter en PIB à la France? Non, absolument pas. Je laisse effectivement le soin peut-être au ministère de l'économie de poser le chiffrage. Pourquoi ces JO sont-ils une aubaine pour relancer certains secteurs économiques qui sont en difficulté depuis la pandémie? Il y a l'hôtellerie-restauration par exemple, le bâtiment. Comment ces secteurs-là peuvent-ils être aidés par ces JO? Le premier secteur, ça a été vraiment le bâtiment, vous l'avez posé effectivement, qui a bénéficié justement avec le travail qui a été mis en place pour orienter des nouveaux salariés, donc des compétences dont ils avaient besoin. Parfois, on a certains secteurs qui peuvent être plus ou moins en difficulté par le manque de compétences. Donc, il y a tout un travail qui a été mené pour assurer en tout cas et faire en sorte qu'on ait des candidats, des demandeurs d'emploi qui irriguent ce secteur. Aujourd'hui, quand on projette, alors c'est vrai que c'est un secteur un peu particulier, mais celui de la sécurité qui avait des difficultés structurelles importantes, d'attractivité. Là, le pari, c'est qu'on a en tout cas bien réussi et sur lequel on avance encore quotidiennement au sein des agences, c'est de parler de ces métiers, de ces opportunités et faire en sorte qu'on ait un maximum de demandeurs d'emploi qui puissent aussi s'y intéresser. Et donc là, notamment, on a pu en parler au niveau de nos actions aussi locales, auprès de 180 000 demandeurs d'emploi en Île-de-France. Et ça va permettre vraiment de faire en sorte d'aller potentiellement avoir de nouvelles compétences dans ce secteur. Et tout l'enjeu, d'après les jeux, c'est... alors, je repose un peu la balle au sein des professionnels du secteur, mais ça va être tout l'enjeu pour ces professionnels de conserver ces nouvelles compétences qui viennent, alors peut-être par opportunité liées au jeu, et qu'ils auront en tout cas, là ce sera leur action, de les conserver. Et c'est ça qui va leur permettre également, bien évidemment, derrière, de pouvoir sortir des difficultés structurelles qu'elles pouvaient avoir dans leur secteur d'activité. Donc c'est une opportunité qui est unique pour certains secteurs de zoomer, de polariser, de faire en sorte qu'on parle de ces entreprises, de ces opportunités de manière différente et ensuite charge à elles effectivement de capitaliser sur tout ce qui aura été fait sur les jeux pour conserver ces personnes demain dans leur entreprise. Alors ça fait beaucoup d'espoir économique, on va donc surveiller tout ça de près pour voir ce que ça donne dans quelques mois. Merci Najat Semdani de France Travail pour ces pistes de réflexion et d'action. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle interview.